Enrico Macias, dont les succès intemporels comme Adieu mon pays ont touché d'innombrables cœurs, porte un héritage marqué à la fois par des triomphes musicaux spectaculaires et des blessures personnelles profondes. Derrière chaque note se cache un parcours fait d'amour transformateur, de pertes déchirantes et de l'impact durable de l'exil, une vie façonnée par des expériences que peu ont vécues. Aujourd'hui, à l'approche de ses 90 ans, son histoire est celle de la résilience face à des défis incessants, les souvenirs poignants d'une femme qui a changé son destin, la douleur irremplaçable de la perte de ses proches, et les batailles financières épuisantes qui ont menacé de faire disparaître son héritage précieux. Dans cette vidéo, nous dévoilons les chapitres cachés de la vie d'Enrico, révélant les secrets qui ont fait de lui l'icône qu'il est aujourd'hui. L'enfant de la mélancolie. Enrico Macias, un homme qui a trouvé refuge dans la musique, porte avec lui le poids d'une enfance marquée par une perte profonde, l'exil douloureux et une tragédie persistante. « Je tiens cela de ma mère, Suzanne », se souvenait-il un jour avec un ton mélancolique. Quand elle avait 17 ans, elle est rentrée chez elle et a découvert que la violence avait dévasté sa famille. En ce seul instant, tout a changé. Ces mots capturent la tristesse persistante qui a assombri la vie d'Enrico, une tristesse qui allait plus tard nourrir sa passion créative et forger son esprit indomptable. Avant même la naissance d'Enrico, la tragédie planait sur sa famille. Alors que sa mère était enceinte de lui, un grave accident de voiture a failli lui coûter la vie, ainsi qu'à son enfant à naître. Les médecins ont averti son père, Sylvain, qu'un seul d'entre eux pourrait survivre. Et il a choisi moi, se souvint Enrico, ajoutant « Heureusement, elle a survécu. » Mais il y avait toujours une trace de tristesse dans ses yeux. Ses premières expériences, marquées par des luttes de vie ou de mort, ont posé les bases d'une vie qui allait mêler constamment beauté et chagrin. Né Gaston Grenacia dans une famille profondément ancrée dans la musique, Enrico a été entouré de mélodies dès son plus jeune âge. Son père, Sylvain, jouait du violon dans l'orchestre dirigé par Cheikh Raymond Leiris, qui allait plus tard devenir un mentor et une influence majeure dans sa vie. Malgré cet environnement musical riche, Sylvain hésitait à laisser son fils suivre la même voie, craignant les incertitudes d'une vie de musicien. Quand ma grand-mère m'a ramené une guitare de Tunisie, mon père l'a cachée pour que je ne la joue pas, se souvenait Enrico. Pourtant, l'attraction magnétique de la musique s'est révélée irrésistible. En secret, le jeune Gaston grimpait sur une chaise pour récupérer la mandoline suspendue au-dessus de son lit, jouant discrètement avec son grand-père paternel, qui lui-même jouait de la flûte. Ces moments clandestins de mélodie, bien que interdits, ont semé les graines d'un futur où la musique deviendrait sa salvation. L'influence de Cheikh Raymond fut profonde. Le maître vénéré du Malouf, une précieuse tradition musicale andalouse arabe, reconnut l'étincelle en jeune musicien et l'encouragea à rejoindre son orchestre alors qu'Enrico n'était encore qu'un adolescent. Raymond disait à mon père « Laisse le petit jouer », se souvenait Enrico avec tendresse. Grâce à cet encouragement, Gaston commença à mener une double existence. Le jour, enseignant le français à de jeunes élèves musulmans, et la nuit, fervent musicien explorant sa passion. Malgré des règles strictes qui interdisaient même de parler arabe dans certains contextes, ses premières expériences lui inculquèrent une profonde appréciation pour la diversité culturelle, un thème qui résonnerait plus tard dans sa musique. Cependant, les vents du changement étaient durs et implacables. À la fin des années 1950, alors que l'Algérie vacillait au bord de la Révolution, la stabilité de l'enfance d'Enrico commença à se briser. La guerre d'indépendance fractura les communautés et jeta une ombre de méfiance et de peur sur la vie quotidienne. Pour la communauté juive autrefois florissante de Constantine, la survie devenait une lutte quotidienne face à la violence croissante et à l'incertitude. Puis, le 22 juin 1961, tout changea. Cheikh Raymond fut brutalement assassiné.
abattu d'une seule balle qui fit l'effet d'un séisme dans la communauté. On soupçonnait qu'il avait des liens politiques, bien qu'il fût un vrai artiste à l'esprit de gauche, se souvenait Enrico. Je me souviens avoir crié « Ne bougez pas !» tandis que la peur saisissait mon cœur. Raymond m'a dit « Je préfère mourir en Algérie que de vivre en France », et il est retourné. L'écho du cri désespéré de son grand-père « Ils ont tué Raymond! Ils ont tué Raymond !» a bouleversé à jamais la vie d'Enrico, marquant la perte non seulement d'un mentor, mais d'une lumière directrice dans un monde déjà troublé. Cet événement tragique, ainsi que les menaces de mort qui suivirent, forcèrent la famille Grenassia à l'exil. Quitter l'Algérie n'était pas un choix, mais une nécessité pour leur survie. En fuyant vers la France, Enrico et sa famille laissèrent derrière eux les rythmes familiers de leur terre natale, ainsi que des souvenirs précieux et des pertes douloureuses. Dans leur nouvelle vie en France, les rassemblements familiaux étaient souvent marqués par les 12 airs d'un disque de Raymond qui tournait sur le tourne-disque, un souvenir émouvant d'un passé perdu. Je me souviens que tout le monde pleurait en les écoutant, se souvient Jean-Claude Grenassia, un parent et musicien, suggérant la douleur silencieuse qui imprégnait chaque note. Pourtant, au milieu de toute cette tristesse, la musique émergea comme un phare d'espoir. Les mêmes mélodies nées de la tragédie devinrent l'évasion d'Enrico Macias, sa manière de transformer le chagrin en art qui résonnerait avec des millions de personnes. Au fil des ans, ses chansons, chacune faisant écho à ses luttes et ses triomphes, l'aidèrent non seulement à trouver sa propre guérison, mais aussi à toucher le cœur de ceux qui avaient eux-mêmes traversé des épreuves. Le parcours d'Enrico, d'un musicien secret et interdit à un artiste célébré, est un témoignage puissant de la résilience de l'esprit humain. La naissance d'Enrico Macias. Paris était un autre monde. Loin des rues ensoleillées de Constantine, Gaston Grenassia dut se réinventer. Il arriva en France en tant que réfugié, n'apportant avec lui que ses souvenirs et sa musique. Il luttait, enchaînant les petits boulots tout en jouant dans de petits cabarets, espérant transformer sa tristesse en chanson. Puis, le destin intervint. « Mon nom de scène vient d'un malentendu », se souvint-il plus tard. La secrétaire de la maison de disques ne m'a pas bien entendu au téléphone. Je lui ai dit « Nassia », mais elle a écrit « Macias ». Et ainsi, Enrico Macias naquit. Son premier véritable moment de reconnaissance arriva en 1962 lorsqu'il apparut à la télévision dans l'émission 5 colonnes à la une, chantant « Adieu mon pays ». La chanson, écrite alors qu'il s'éloignait d'Algérie, devint un hymne pour les milliers de pieds noirs qui avaient eux aussi perdu leur terre natale. « J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison », chantait-il, sa voix lourde de nostalgie. Le public français l'adopta, non seulement comme musicien, mais aussi comme un symbole de l'exil et de la résilience. En 1963, Pathé Marconi sortit son premier album qui incluait « Enfant de tout pays », une chanson qui porta son message au-delà des frontières de la France. Dès 1964, il se produisit sur scène à l'Olympia, en première partie des Compagnons de la chanson. Le jeune homme qui avait un jour joué de la guitare en secret se trouvait désormais devant des foules en délire. Il chantait en français, en arabe, en espagnol et en italien, touchant les cœurs au Liban, en Israël, en Grèce, en Turquie et au-delà. En 1968, il fit ses débuts américains au Carnegie Hall, suivi de concerts à Chicago, Dallas, Los Angeles et à travers le Canada. Même l'Union soviétique l'accueillit, où il se produisit dans plus de 40 villes. Cependant, son succès fut assombri par la politique. Après la guerre des 6 jours, en 1967, au cours de laquelle il chanta pour les soldats israéliens, son nom fut inscrit sur la liste noire de l'Union soviétique. Dans le monde arabe, où sa musique avait jadis prospéré, il devint une figure controversée. Les portes qui s'étaient ouvertes si facilement se fermaient maintenant. L'exil n'était plus seulement personnel, il était devenu politique. Néanmoins, Macias persista. En 1976, il reçut un disque d'or pour Mélisa. Puis, en 1978, un rare moment de réconciliation.
Le président égyptien Anwar Sadat, après avoir signé un traité de paix avec Israël, l'invita à se produire au Caire. J'ai chanté au pied des pyramides devant 20 000 personnes, se souvint-il plus tard. C'était ma manière de délivrer un message de paix. Mais la paix était fragile. En 1981, Sadat fut assassiné. La même année, Macias écrivit « Un berger vient de tomber », un hommage au leader disparu. Les années 1980 le virent cimenter son héritage. Il se produisit dans des lieux légendaires, apparut à la télévision et continua de tourner à travers les continents. Il fut nommé chanteur de la paix par l'ONU en 1980, après avoir fait don des royalties de malheur à celui qui blesse un enfant à l'UNICEF. Les distinctions s'enchaînèrent, chevalier de la Légion d'honneur en 1985, puis promu officier en 2007. Mais malgré sa reconnaissance mondiale, il restait un homme déchiré entre deux mondes. Puis vinrent les années 1990, une période de réinvention. Il monta sur scène en tant qu'acteur, apparaissant dans la pièce Quelle nuit, et plus tard dans des films comme Monsieur Molina et La vérité, si je mens 2. Il se lança également dans les affaires, rejoignant le conseil de surveillance du groupe Partouche. Pourtant, le désir de l'Algérie ne le quitta jamais. En 2000, il planifia son retour, un concert dans la terre qu'il avait façonnée. Mais les tensions politiques montèrent et la tournée fut annulée. Le rejet fut une blessure profonde. « Je voulais revenir, chanter pour mon peuple, » dit-il. « Mais il semble que je ne sois pas le bienvenu. » En réponse, il versa ses émotions dans un livre, Mon Algérie, une lettre d'amour au pays auquel il ne pourrait jamais véritablement revenir. Il continua de se produire, apparaissant dans des films, des documentaires et même des concerts controversés. En 2019, il fit face à des manifestations de groupes pro-palestiniens lorsqu'il se produisit à Casablanca. Il resta déterminé, croyant que la musique devait transcender la politique. Même dans ces dernières années, Macias refusa de disparaître. En 2022, il monta à nouveau sur scène à l'Olympia. En 2023, célébrant 60 ans de musique, il se produisit devant 4000 personnes à Mâcon, son fils à ses côtés à la guitare. Ce fut un rappel que le garçon de Constantine, le musicien exilé, n'avait jamais vraiment cessé de chercher sa maison. Sa vie a été faite de triomphes et de tragédies, d'exil et d'appartenance, d'applaudissements et de silence, et à travers tout cela, il a chanté, pas seulement pour lui-même, mais pour chaque âme qui a un jour été forcée de laisser derrière un morceau de son cœur, le désespoir financier à la suite d'une crise mondiale. La carrière d'Enrico Macias n'a pas été sans ses luttes. Derrière les performances scéniques glamour et la reconnaissance mondiale, une tempête se préparait dans sa vie personnelle. Une crise financière qui mettrait plus de 10 ans à être résolue et qui le laisserait lutter contre ses propres peurs et le système lui-même. En 2007, Enrico et sa femme prirent un pari risqué en empruntant 35 millions d'euros auprès de Landsbanki Luxembourg, la branche luxembourgeoise de la banque islandaise. Ce prêt, garanti par leur précieuse villa à Saint-Tropez, était destiné à un projet de rénovation. Sur le montant total du prêt, 9 millions d'euros étaient alloués à la rénovation, tandis que le reste des fonds était placé dans des fonds spéculatifs à haut risque, gérés par la banque. L'objectif était d'utiliser ces investissements risqués pour couvrir les intérêts du prêt et même rembourser le principal, si tout se passait comme prévu. Malheureusement, le plan était voué à l'échec dès le départ. La crise financière mondiale de 2008 frappa durement, et les investissements, au lieu de rapporter des bénéfices, perdirent rapidement de la valeur. L'effondrement de Landsbanki, alimenté par la crise en Islande, fut rapide et catastrophique. Alors que la banque entrait en liquidation, les liquidateurs se tournèrent vers le bien de garantie d'Enrico Macias, la villa à Saint-Tropez. Ils exigèrent le remboursement du prêt, mais Enrico refusa. La bataille juridique qui s'ensuivit le hanterait pendant des années, alors qu'il se battait pour conserver sa maison, son sanctuaire.
En 2014, le tribunal luxembourgeois rendit un jugement contre lui, lui ordonnant de payer 30 millions d'euros à la branche luxembourgeoise de Landsbanki. La décision fut un coup dur, mais l'esprit d'Enrico resta intact. Il savait qu'il devait se battre. Dans une interview pour Nice Matin, il proclama « Je garderai cette vie-là. Ils ne me l'enlèveront jamais. » Ces paroles, bien que défiantes, reflétaient la pression immense qu'il subissait. Sa seule possession de véritable valeur était en jeu, et le fardeau de la défendre lui coûta cher. Malgré sa détermination, la Cour d'appel du Luxembourg confirma la décision initiale en 2017. La tentative d'Enrico de faire appel devant la Cour suprême du Luxembourg en 2019 fut rejetée. Chaque étape juridique semblait l'éloigner un peu plus de son objectif, mais il resta résolu. Entre-temps, il engagea une action en fraude contre la banque islandaise en France, l'accusant de tromperie et de malhonnêteté dans ses relations avec lui. C'était, comme il le disait, une tentative de justice pour ce qu'il croyait être un stratagème frauduleux destiné à l'exploiter. « J'ai vécu avec la peur de perdre mon unique bien pendant 10 ans, disait Enrico en mai 2017, au début du procès. Sa voix se brisa d'émotion lorsqu'il évoqua la douleur qu'il endurait, non seulement à cause de la pression financière, mais aussi du sentiment de trahison. J'ai travaillé presque 50 ans pour pouvoir posséder cette belle vie-là, ajouta-t-il. On m'a menti, trompé et arnaqué. Ces paroles résonnèrent profondément chez quiconque comprenait la gravité de perdre ce pourquoi on avait travaillé sans relâche. Cependant, malgré sa défense passionnée, les tribunaux français rendirent un jugement contre lui le 28 août 2017. Le parcours juridique d'Enrico semblait être une série sans fin de défaites. Sa dernière tentative pour renverser la décision en janvier 2020 échoua. Et en novembre 2021, la Cour suprême française déclara ses recours irrecevables. Le poids de la bataille juridique et financière était accablant, mais la détermination d'Enrico à conserver sa propriété restait inébranlable. Cependant, dans un rebondissement surprenant, la Cour européenne des droits de l'homme intervint le 7 décembre 2021. Elle estima que le Luxembourg avait mal traité le dossier d'Enrico et ordonna de lui verser une indemnité de 12 000 euros. Cette petite victoire offrit à Enrico un moment de soulagement, mais elle n'eut guère d'impact sur la question principale. Les 30 millions d'euros pesaient toujours sur lui comme un nuage sombre, et les demandes de remboursement de la banque n'avaient pas été allégées. Tout au long de cette longue épreuve, le caractère d'Enrico fut mis à l'épreuve. La crise financière n'avait pas seulement dévasté ses investissements, elle avait aussi provoqué des années de détresse émotionnelle. Son amour pour sa villa, sa maison, était ce qui le maintenait dans la lutte. L'idée de la perdre était inimaginable, surtout après tout ce qu'il avait traversé pour l'acquérir. Ce n'était pas qu'une propriété, c'était un symbole de tout ce pour quoi il avait travaillé, un sanctuaire où il avait versé son cœur et son âme. Suzy Leiris a changé sa vie. Paris, au début des années 1960, était vivant de musique, de romance et d'un sentiment de réinvention. C'est dans ce monde qu'un jeune Enrico Macias rencontra la femme qui allait changer sa vie à jamais. Suzy Leiris. Elle était la fille du célèbre musicien Raymond Leiris, connu sous le nom de Cheikh Raymond, l'homme même qui avait pris Enrico sous son aile en tant que guitariste. Leur rencontre n'était pas juste une rencontre fortuite, c'était le destin orchestrant une histoire d'amour remplie de dévotion, de sacrifice et finalement de pertes déchirantes. Suzy n'était pas seulement belle, elle était déterminée, intelligente et partageait la passion de son père pour la musique. Elle comprenait l'âme d'un artiste d'une manière que peu pouvaient, et dès le moment où elle et Enrico tombèrent amoureux, leur connexion fut inébranlable. En 1962, malgré les bouleversements de la guerre d'indépendance de l'Algérie et l'assassinat de son père, elle et Enrico se marièrent. Leur mariage, bien que joyeux, portait le poids de la perte,
Cher Raymond avait été tué à Constantine l'année précédente, un événement qui força la famille Grenassia à fuir leur pays pour la France. À bien des égards, leur union était une déclaration défiant l'exil et le deuil. Elle était son pilier, elle était son acolyte, son conseillère. Elle donnait son avis sur les chansons, se souvint plus tard leur fille Josiah. Suzy était bien plus qu'une épouse. Elle était l'encre d'Enrico, sa confidente la plus proche et sa critique la plus fiable. À travers la montée vertigineuse de sa carrière, elle resta fermement à ses côtés, élevant leurs 2 enfants, Josiah et Jean-Claude, et lui offrant un soutien indéfectible alors que sa célébrité se répandait à travers le monde. Mais les histoires d'amour, même les plus grandes, ne sont que rarement parfaites. Selon ses propres aveux, Enrico n'a pas toujours été le mari le plus fidèle. Mon père a toujours aimé s'amuser et n'a jamais été fidèle, révéla leur fille. Cependant, comme elle le nota également, il est toujours revenu à la maison, et ma mère a vraiment été la femme de sa vie. Suzy, profondément amoureuse d'Enrico, pardonna ses indiscrétions, comprenant que malgré ses défauts, son cœur lui appartenait à elle seule. Leur mariage survécut, non par obligation, mais grâce à un lien incassable qui transcendait les failles de la nature humaine. Cependant, le destin leur réservait des épreuves encore plus cruelles. Suzy fut diagnostiquée d'une grave affection cardiaque, une bataille qui allait marquer la seconde moitié de leur mariage. Au fil des décennies, elle endura d'innombrables chirurgies et séjours à l'hôpital, chacun plus épuisant que le précédent. Enrico, malgré sa carrière exigeante, resta inébranlable dans sa dévotion. Il annula des tournées, reprogramma des performances et passa de longues nuits à ses côtés, lui tenant la main à travers la douleur. Elle n'était pas seulement une épouse merveilleuse, mais aussi une partenaire de vie qui a toujours été là avec moi à chaque défi, dit Enrico plus tard. Leur histoire n'était plus seulement une histoire d'amour, c'était une guerre menée ensemble contre le temps, la maladie et la lente et inévitable dégradation du corps. Et pourtant, à travers tout cela, Suzy resta son roc, ne laissant jamais sa souffrance éclipser l'amour qu'ils partageaient. Au fil des années, Enrico refusa de laisser la maladie de Suzy définir leur relation. Il continua à lui chanter, à écrire des chansons imprégnées de la même passion juvénile qu'il avait pour elle au début de leur histoire. Elle n'a jamais eu la grosse tête, genre « Je suis la femme d'Enrico Macias », disait-il un jour, s'émerveillant de son humilité. Ceux qui la rencontraient se retrouvaient souvent captivés par sa chaleur et sa gentillesse, parfois même plus que par la puissance de la star d'Enrico. Elle était la force discrète derrière son succès, la mélodie silencieuse en arrière-plan de ses chansons. Mais l'amour, aussi fort soit-il, ne peut tenir la mort à distance. Le 23 décembre 2008, Suzy s'éteignit dans les bras d'Enrico. Ce moment fut une douleur insupportable, mais aussi, d'une certaine manière, un soulagement. Elle s'était battue pendant presque un demi-siècle, dit Enrico, la voix chargée d'émotion. La perdre n'était pas seulement une douleur, mais aussi une sorte de libération pour elle. Elle méritait la paix. Après des années de lutte contre la maladie, sa souffrance avait enfin pris fin. Mais pour Enrico, une autre souffrance venait tout juste de commencer. Le deuil le consuma. Leur maison, autrefois remplie de musique et de rire, devint insupportablement silencieuse. La douleur est toujours aussi intense. Depuis qu'elle est partie, je n'ai pas voulu déménager dans un autre appartement pour qu'elle puisse toujours être avec moi et me protéger, avoua-t-il lors d'une interview quelques années plus tard. Il laissa ses affaires intactes, son parfum, ses vêtements, sa brosse à dents, de petites reliques d'une vie partagée. Il continua à lui parler, murmurant ses pensées dans le vide, comme si elle l'écoutait encore. Dans les années qui suivirent, Enrico essaya de continuer à avancer, mais il ne laissa jamais partir. Il continua à se produire, à écrire, à vivre, mais toujours avec l'ombre de Suzy à ses côtés. C'est elle qui m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui, disait-il souvent. Elle l'avait façonné, modelé
était à ses côtés lorsque le monde menaçait de l'entraîner. Même dans la mort, elle restait une partie inséparable de lui. Est-il dans une nouvelle relation? Après le décès de sa bien-aimée épouse, Enrico Macias a passé plus d'une décennie à faire son deuil, portant sa mémoire avec lui dans tout ce qu'il faisait. En décembre 2023, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Macias aurait retrouvé l'amour avec une femme nommée Natsuko, apparemment bien plus jeune que lui. Selon France Dimanche, les deux se seraient rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs et, étonnamment, se seraient même mariés en secret. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe, étant donné qu'Enrico Macias avait toujours été très vocal sur sa connexion durable avec Suzy. Pour alimenter encore les spéculations, le rapport a suggéré que le couple était marié depuis 1 an, mais qu'ils ne vivaient pas ensemble. La soi-disant romance a pris une place centrale lorsqu'Enrico a présenté Natsuko lors de son concert d'anniversaire au théâtre des Jazets, où elle a rencontré plusieurs de ses amis proches, dont Chantal Goya, Michel Boujna et Gérard Darmon. Cependant, le chanteur lui-même a rapidement démenti les rumeurs. Dans une interview sur 50 Minutes Inside avec Isabelle Iturburu, Macias a abordé directement les allégations, rétablissant la vérité avec son humour et sa franchise caractéristique. « Oh non, ce n'est pas du tout vrai !» s'est-il exclamé lorsqu'on lui a demandé à propos du supposé mariage. « J'étais avec une amie, une fan japonaise qui est venue me voir au théâtre des Jazets, mais ce n'est qu'une amie, c'est tout. » Il a poursuivi en décrivant l'absurdité de la situation. J'ai reçu des félicitations de tout le monde, des fans, des journalistes. C'est de la folie. Vous me voyez me remarier à 85 ans. C'est impossible. Malgré son démenti catégorique, les rumeurs ont persisté, alimentées par la curiosité du public, sur la question de savoir si Macias, après des années de solitude, avait vraiment tourné la page après Suzy. Ses déclarations de fidélité à sa défunte épouse demeuraient dans l'esprit de beaucoup. Il avait souvent parlé de Suzy comme de son pilier, son conseillère et son plus grand amour. Leur relation avait duré plus de 45 ans et bien qu'il ait été connu pour être infidèle à certaines périodes, il était toujours revenu vers elle. Leur fille, Josiah, avait un jour remarqué « Mon père aime et aime encore s'amuser, et il n'a jamais été fidèle. Mais comme il le dit lui-même, il est toujours revenu à la maison, et ma mère était vraiment la femme de sa vie. » L'idée qu'Enrico Macias retrouve l'amour était difficile à accepter pour certains, vu la profondeur de son dévouement passé. Que les rumeurs soient entièrement fausses ou simplement exagérées demeure un mystère, mais une chose est certaine, Enrico Macias, à 85 ans, continue de captiver son public. Non seulement avec sa musique, mais aussi avec la saga éternelle de son amour et de sa perte. La perte tragique de son frère, Jean-Claude Grenassia. Enrico Macias n'a pas seulement perdu l'épouse qu'il aimait le plus, mais aussi son unique frère. Le 12 août 1965 reste une date indélébile dans la vie de 2 hommes liés par la tragédie. Enrico Macias. Ce qui devait être une autre nuit de musique et de performance s'est transformé en une épreuve bouleversante qui a laissé un mort, un autre gravement blessé et un frère accablé de culpabilité pour le reste de sa vie. Jean-Claude Grenassia, le frère cadet d'Enrico Macias, était le directeur de tournée du jeune et prometteur artiste Serge Lama. Cette nuit fatidique, il était au volant d'une Peugeot 404, avec Lama à côté de lui et Liliane Benelli, la fiancée bien-aimée de Lama, à l'arrière. Alors qu'il circulait sur les routes sinueuses près d'Aix-en-Provence, le drame est survenu. La voiture a perdu le contrôle et s'est violemment écrasée contre un arbre, brisant des vies en un instant. Jean-Claude et Liliane sont morts sur le coup. Serge Lama, le seul survivant, a été laissé avec de multiples blessures mettant sa vie en danger, son corps brisé, son avenir incertain. Il passera l'année suivante alité à l'hôpital, subissant une série d'opérations éprouvantes. Bien qu'il ait survécu, l'accident l'a profondément marqué, tant physiquement qu'émotionnellement. Le poids de l'accident est lourdement retombé sur Enrico Macias,
qui ne se trouvait pas dans la voiture cette nuit-là, mais qui a néanmoins été marqué par cette tragédie. Perdre son seul frère dans un tel coup du sort a été une dévastation indescriptible. Des années plus tard, Macias avouait « Évidemment, je me suis souvent senti coupable de cet accident. Je sais que je ne suis pas responsable, mais être le frère de quelqu'un qui a causé cet accident, c'est tragique pour lui. » Malgré l'immense chagrin et le sentiment persistant de culpabilité, Macias a trouvé du réconfort dans le fait que Serge Lama ne lui en a jamais voulu. Au contraire, leur douleur partagée est devenue la base d'une amitié indéfectible. Au contraire, il est venu sur mes tournées. Je ne pouvais pas le guérir, mais au moins, je pouvais l'aider dans sa carrière. Pour Serge Lama, l'accident n'a pas été seulement la perte de sa fiancée, mais aussi une lutte pour sa propre survie. L'artiste, autrefois dynamique et énergique, s'est retrouvé incapable de marcher, son corps refusant de lui obéir. Un jour, tu te réveilles, et tu ne peux plus courir, tu ne peux plus marcher. Cependant, au milieu de la douleur, la musique est devenue sa rédemption. Enrico Macias, comprenant la profondeur de son chagrin, l'a invité à faire une tournée ensemble, lui permettant ainsi de réintégrer lentement le monde qu'il connaissait autrefois. Grâce à ces tournées, il m'a remis sur pied. En 1968, Serge Lama avait réussi à reprendre sa place sur scène, culminant avec une performance remarquable au Bobino, qui a solidifié sa place dans l'histoire de la musique française. « Je lui serai éternellement reconnaissant », a-t-il déclaré, reconnaissant le rôle que Macias a joué dans son processus de guérison. Au fil des années, le lien entre Macias et Lama est resté solide, forgé dans le chagrin mais renforcé par la résilience. Lorsque Macias est apparu sur le plateau de l'émission La boîte à secrets en 2020, il a parlé avec les larmes aux yeux de la douleur persistante de la perte de son frère. « Je n'avais qu'un seul frère et je l'ai perdu. » Au même moment, Lama a exprimé le même sentiment, reconnaissant les effets durables de l'accident sur sa vie. Il avait subi plus de 14 opérations et vivait avec une jambe qui ne s'était jamais complètement rétablie. Mais malgré tout, il restait reconnaissant. J'avais une passion qui m'a sauvé. À ce jour, le spectre du 12 août 1965 plane, toujours sur les deux hommes. Pour Macias, c'est un souvenir de perte et de douleur, mais aussi de rédemption à travers la musique et l'amitié. Pour Lama, c'est un témoignage de sa résilience et du pouvoir de l'art pour guérir même les blessures les plus profondes. L'accident n'a pas seulement pris des vies, il les a remodelées. Et bien que le temps puisse adoucir le deuil, les cicatrices demeurent, servant de rappel sur la fragilité de la vie, et comment, parfois, des liens incassables peuvent émerger des profondeurs de la tragédie. Enrico Macias, un homme dont les près de 90 ans sur cette terre ont été remplis de grandes épreuves et de musique inoubliable. Son parcours nous enseigne la résilience, la passion et le pouvoir de la mélodie pour guérir même les blessures les plus profondes. Maintenant, nous aimerions avoir votre avis. Quelle chanson de lui trouve encore sa place dans votre playlist? Partagez vos préférés dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires captivantes du monde de la musique. Restez à l'écoute pour plus de contenu inspirant.